Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Sandrine Rousseau sera notre invitée exceptionnelle. Doit-on encore dédier une journée spéciale aux femmes? Comment s'engager? La France est-elle complètement en retard en matière d'égalité femmes-hommes? Eh bien, nous poserons toutes les questions à celle qui est désormais l'ex-membre de la direction de campagne de l'écologiste Yannick Jadot et qui soutient toujours les Verts. En deuxième partie de l'émission, nous parlerons de Chica, un magazine qui éduque les enfants au féminisme. Sa fondatrice sera avec nous sur ce plateau. Enfin, Mickaël Dorian nous emmènera en Angleterre et nous dira tout de la scolarité des Windsor. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref avec Mickaël. Bonjour Mickaël, comment ça va? Toujours bien quand je suis avec vous, Virginie, vous le savez. Oh, c'est une déclaration d'amour? Bah oui, évidemment. C'est magnifique. On commence avec Emmanuel Macron qui effectuait lundi son premier déplacement de campagne à Poissy. Et sur le sujet de l'école, le président sortant a déjà une idée bien précise de ce qu'il veut pour les 5 années à venir, comme par exemple remettre les enseignements fondamentaux et notamment les mathématiques dans le tronc commun. Il souhaite également mettre l'accent sur le sport en généralisant dès la rentrée 2022 les 30 minutes de sport à l'école par jour pour les enfants de 6 à 12 ans. Autre point important, celui des enseignants. Il promet de leur donner plus de moyens, une meilleure rémunération et une plus grande liberté pédagogique. Enfin, Emmanuel Macron souhaite s'engager dans une grande réforme du lycée professionnel touché par un taux d'échec trop important en raison, selon lui, d'un très gros problème d'orientation dans l'éducation aujourd'hui. Regardez. Les enseignants ne sont pas, par définition, celles et ceux qui sont le plus en contact avec la variété des métiers et des besoins dans les différents champs économiques. Ils connaissent leur discipline, ils connaissent le métier d'enseignant. Mais on ne peut pas leur demander de faire cela. On a des conseillers d'orientation, mais qu'il faut aider à ouvrir. Et il n'y en a pas assez. Et donc, il faut pouvoir préserver un temps, dès la 5e, une demi-journée par semaine, où on va réussir à faire venir, avec les régions et les communes, dans le collège, et c'est organisé ensuite de manière la plus localisée possible, eh bien, les entreprises qui aideront à orienter. Et c'est là où l'entreprise a aussi un rôle à jouer. Emmanuel Macron, dont le plan pour les écoles de Marseille ne fait toujours pas l'unanimité, manifestement. Et non, en septembre dernier, lors de sa présentation du plan Marseille en grand, le président de la République avait fait part de sa volonté d'expérimenter le libre recrutement des professeurs dans une 50aine d'établissements. L'idée, ça y est en train d'être déployée et 59 écoles candidates ont été retenues pour l'expérimentation. Problème, en effet, le projet soulève beaucoup d'interrogations chez les syndicats, tant sur le choix des établissements que sur la mise en œuvre de ce test grandeur nature. L'éducation, c'est aussi le sujet de la conférence de presse de Marine Le Pen ce lundi. Devant les journalistes et en direct sur les réseaux sociaux, la candidate du Rassemblement national a décliné ses différentes propositions pour l'école au programme communautarisme, revalorisation des filières professionnelles ou encore suppression de la réforme Blanquer. Présidente de la République, le rétablissement de la noblesse, de l'excellence et de l'autorité de l'institution scolaire sera une priorité absolue. En 5 ans, nous pouvons espérer rebâtir une école publique qui fera de nouveau la fierté des Français. La restauration de notre système éducatif est un enjeu de civilisation, mais aussi de prospérité pour la France. Tout d'abord, nous engagerons un vaste chantier de reprise en main, non seulement du contenu des enseignements, mais aussi de leurs modalités. Je vous l'ai dit, l'excellence éducative à la française a été massacrée depuis 50 ans. Le nombre d'heures de cours a baissé en primaire, parents pauvres du système. Les programmes se sont appauvris pour masquer l'effondrement du niveau global des jeunes Français, victimes impuissantes de l'incurie de leurs aînés. Et Marine Le Pen qui souhaite également interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Toute pression religieuse exercée dans ou autour des établissements constituera désormais un délit passible de prison, nous dit la candidate qui précise que les poursuites seront systématiques. Le voile islamique sera interdit pour tous les accompagnants de sorties scolaires qui seront désormais légalement considérés comme collaborateurs occasionnels du service public. Passible de prison, on a dit. Absolument. Ce lundi avait lieu la cérémonie de remise des Césars des lycéens décernés le 28 février dernier au film Bac Nord. César remis à son réalisateur Cédric Jiménez lors d'une cérémonie organisée au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Étaient présents le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la présidente de l'Académie des Césars Véronique Kaela, ainsi que les plus de 400 lycéens qui ont participé au vote.
Formidable film, Bac Nord. On termine avec Jean-Michel Blanquer en déplacement ce mardi 8 mars à la Maison des Femmes à Saint-Denis. Le ministre de l'Éducation nationale s'y est rendu pour saluer bien sûr le travail mené dans ce centre pour les femmes en difficulté ou victimes de violences. L'occasion également de signer une convention avec la Maison des Femmes dans le but de mettre en place des interventions de prévention dans les écoles. Merci Mickaël. Elle dérape parfois, dérange souvent, mais elle est engagée tout le temps. Sandrine Rousseau est l'invitée du Grand JT de l'Éducation et c'est tout de suite. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être dans le Grand JT de l'Éducation, d'être venue, notamment à l'occasion de votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. C'est pas rien quand même, être né un 8 mars, être né le jour du droit des femmes. Est-ce que ça vous a marqué, ça vous a forcément impacté? Alors je dis pas très jeune, mais forcément en grandissant. Ça vous a marqué? Oui, mais dès très jeune déjà, parce que j'étais la seule fille de ma génération, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des garçons dans ma génération, et être née un 8 mars, forcément ça interroge très tôt. Il n'y avait que des garçons dans ma génération, c'est-à-dire? C'est-à-dire j'avais un frère, j'avais des cousins, mais j'avais aucune... Après, il y a une cousine, il y a 2 cousines qui sont arrivées, mais beaucoup plus tard. Et donc voilà, très vite, je me suis interrogée sur les rapports hommes-femmes, parce que je voyais bien que je n'étais pas complètement traitée de la même manière que mes cousins, et mon frère, parfois pour le mieux, et parfois pour moins bien. Dès quel âge vous vous êtes rendu compte de ça? Mais je crois m'en être aperçue vraiment presque... dès que la conscience monte, je ne sais pas quand est-ce qu'on commence à l'adolescence. Ah non, bien avant. Moi, j'ai des souvenirs de 4-5 ans, 3-4 ans même, où je me posais déjà des questions, quoi. Parce que, en fait, vos parents se comportaient différemment avec vous, parce qu'ils vous prédisaient à des métiers que vous n'espériez pas. Pour quelle raison précisément? Oui, puis en plus, comme j'étais la seule fille, j'avais plein d'injonctions, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait... Un des trucs, par exemple, dont je me souviens depuis très longtemps, c'est que dans ma famille, il fallait pas que je marche vite. Voilà, il fallait pas que je cours, parce que courir, c'était un truc de garçon. Et ça m'a vraiment frappée, mais dès toute petite, où je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas le droit de courir? Enfin voilà, ça fait partie des choses qui m'ont construite, je pense, oui. Et alors maintenant, vous courez sacrément bien, parce que, dites donc, vous courez sous tous les fronts. Vous êtes extrêmement engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ça encore, pardon du terme, mais il est là, encore affligeant, qu'il y ait une journée consacrée aux droits des femmes? Affligeant, non, parce que c'est quand même important qu'il y ait un moment où on s'interroge sur cette question. Après, il ne faut pas qu'on l'oublie dès le lendemain, et c'est un peu ce qu'on a tendance à faire, mais les mouvements féministes progressent quand même, s'intensifient, se durcissent. Là, je reviens de la manif féministe qui était vraiment très dense, très joyeuse, très jeune. Je pense que les nouvelles générations ne sont pas complètement prêtes au compromis que nous avons fait. Certes, mais vous imaginez qu'il y en a encore besoin de réitérer, de répéter constamment qu'on a les mêmes droits finalement que les hommes. Vous, ça ne vous choque pas que ce soit encore le cas en 2022? On ne les a pas de fait, donc il faut bien les réclamer. Et non seulement on les a pas, puis en plus on n'est pas prêt de les avoir. Moi je pense que là, en consacrant une seule journée par an, ça suffit? Bien sûr que non. Puis là, on le voit dans la présidentielle, il y a un petit backlash, je pense, sur les femmes. Vous ressentez une différence de traitement entre les filles et les garçons, toujours, même au lycée, quand vous parlez dans votre enfance, 3-4 ans certes, mais est-ce qu'au collège, au lycée, vous avez senti aussi cette différence de traitement? Il y a une différence, il y a une construction homme-femme qui se fait dès la maternelle, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que même dès la crèche, il y a des réflexions sur des crèches qui sont non genrées, mais si on regarde les cours de récréation des maternelles et primaires, toutes les études sociologiques montrent qu'il y a une répartition physique de cet espace de la cour de récréation. Les garçons sont au milieu. Souvent, ils jouent à la balle ou à courir ou au chat, donc à des choses qui bougent beaucoup et qui nécessitent de l'espace. Et puis, les filles sont autour, donc dans les coins, et avec des jeux qui sont beaucoup plus statiques et qui, parfois même, elles ont peur que la balle leur arrive, donc elles doivent en permanence surveiller les garçons dans l'espace public. Qu'est la cour. C'est un constat. Et ça, finalement, c'est ce qui va se passer tout au long de leur vie, et y compris dans la rue. Et donc, on a une politique éducative de la cour de récréation, une politique féministe de la cour de récréation à mener. Ça, j'en suis. Vous en avez parlé avec plusieurs chefs d'établissement, avec le ministère de l'Éducation, c'est des chiffres qui sont révélés? Ça, ce sont des sociologues, des études sociologiques sur lesquelles je viens de faire référence, auxquelles je viens de faire référence, pardon. Mais oui, j'en ai parlé, et d'ailleurs, il y a
des écoles où on interdit les ballons à la cour de récréation, ou alors on le fait un jour par semaine, ou alors on vérifie au moment où il y a des ballons que les filles jouent. Mais les filles veulent jouer au ballon, elles ne pourraient pas jouer au ballon, elles, par exemple? Mais bien sûr que si, sauf que dans les faits, ça ne se fait pas. Donc à un moment, le partage de l'espace, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et dans les cours de récréation où il y a cette réflexion féministe, eh bien, les rapports de genre s'inversent très vite. C'est-à-dire que les filles, comme vous le dites, soit jouent au ballon, soit les garçons se mettent eux aussi à jouer à l'élastique ou à jouer d'ailleurs davantage avec les filles. Donc en fait, c'est bon pour tout le monde, cette affaire. Il y a de plus en plus de violences à l'école, on le voit notamment avec le harcèlement qui s'opère et surtout un harcèlement beaucoup auprès des filles. Quelle est votre proposition, quelles sont vos propositions pour une école sereine, si je puis dire, si elle pourrait exister, cette fameuse école? Eh bien qu'il n'y ait pas d'espace qu'il n'y ait pas dans les établissements scolaires un règlement ou des manières d'être qui ne passeraient pas la barre de la justice à l'extérieur. Je m'explique en disant ça, c'est que quand on soulève par exemple la jupe d'une fille ou d'une adolescente, quand on la coince dans un mur, dans un coin parce que en la harcelant, on la colle, tout cela, ce sont des actes qui sont répréhensibles par la loi. Et pour autant, dans les établissements scolaires, parce qu'il n'y a pas assez de surveillants des fois, parce que les adultes estiment que ça fait partie de l'éducation, il n'y a pas de sanctions systématiques qui sont posées. Alors pour autant, se forgent là déjà des comportements qui peuvent être problématiques après à l'âge adulte. Donc moi, je suis pour une éducation vraiment aux relations entre les hommes et les femmes à l'intérieur des espaces. Et puis je rajoute un aspect qui me semble déterminant, c'est qu'il y a un aveuglement coupable de la part de l'éducation nationale. Et quand je parle de l'éducation nationale, je ne parle pas des profs en particulier ou des personnels, mais de cette espèce d'institution qu'est l'éducation nationale, à ne pas prendre en compte les violences sexuelles à l'intérieur de ces établissements, soit quand les violences sexuelles ont lieu à l'intérieur, mais aussi quand les violences sexuelles ont lieu à l'extérieur, dans la famille par exemple, et qu'il n'y ait pas de détection systématique des enfants qui sont victimes de ces violences sexuelles, alors même qu'il y en a 2 à 3 dans toutes les classes de France. 2 à 3 dans toutes les classes de France. Vous n'incriminez pas, mais si vous dites que ce n'est pas les chefs d'établissement ni les professeurs, c'est qui alors? Parce que... Non, mais par exemple, aujourd'hui, les professeurs ne sont pas formés à l'identification des violences sexuelles sur les enfants. Les surveillants et surveillantes ne sont pas formés sur la détection de ces violences. Donc il y a un médecin scolaire pour un nombre conséquent d'enfants qui n'a pas les moyens de vérifier la santé psychique et morale des enfants. Donc en fait, mais ça vaut pour les violences sexuelles, ça vaut pour les mauvais traitements sur les enfants, ça vaut pour toute violence en fait. Il n'y a pas une culture de la détection de la violence sur les enfants et du coup du prendre soin et de l'accompagnement et médical et psychique de ces enfants. Et vous pouvez en parler justement avec toutes les personnes qui sont autour de vous en politique pour pouvoir faire avancer ce point-là. Quelles sont les réponses qu'on vous donne? Eh bien, ça dépend à qui j'en parle. Par exemple, après le confinement, j'avais été convoquée avec plusieurs autres personnes par Marlène Schiappa à l'époque pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire à la sortie du confinement pour travailler sur ce qui s'était passé pendant le confinement et faire en sorte que tout le monde aille mieux. Et moi, j'avais proposé que dans tous les collèges, lycées et dans toutes les écoles, il y ait une permanence d'une personne qui soit là, identifiée, à qui on pourrait parler des violences que l'on a subies pendant cellule psychologique en fait. Oui, ou une personne de confiance, un adulte de confiance qui soit identifié dans l'établissement et à qui un enfant pourrait se confier sur des violences qu'il avait subies durant le confinement. Eh bien, cette proposition n'a pas été retenue. Pourtant, elle ne coûtait pas grand-chose. Il suffisait juste de former une des personnes de l'établissement et ça aurait soulagé la vie de bien des enfants parce que là, les statistiques et les chiffres sur la sortie du Covid montrent une inflation, mais extrêmement inquiétante des violences sur enfants pendant la période de confinement. Et quel a été l'argument ? Il n'y a même pas eu d'argument. Ça a été mis sous la pile et ça n'a jamais été fait. Et pour moi, c'est coupable. C'est pas, on ne peut pas prétendre être un système éducatif, être un système d'émancipation et de construction des enfants si on ne prend pas en compte la question des violences et si on ne la met pas au cœur du projet éducatif. Alors, on parle là des violences effectivement à l'école, mais les violences des hommes par rapport aux femmes, et à l'occasion de la journée de la femme, enfin du droit des femmes, on en parle davantage ensemble. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une méprise de la part des hommes et notamment en politique, puisque vous avez fait l'objet malheureusement de plusieurs situations difficiles dans les prises de parole. Est-ce que vous ressentez ce poids ? Bien sûr. La politique est un monde fait par les hommes pour les hommes.
dans lesquelles les femmes ont gagné leur place à l'aune de quotas. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été légitimes. Il a fallu en passer par la loi. C'est à cause de la parité seulement que vous pensez que les femmes sont arrivées au pouvoir ? Je pense que, de toute façon, statistiquement, c'est le moment où elles progressent beaucoup dans les hémicycles et dans les instances politiques. Les femmes qui sont en place aujourd'hui n'ont pas la légitimité pour l'être ? Je vais vous donner un exemple très simple qui dit que la figure politique en France, c'est le tribun. C'est-à-dire, c'est le tribun, c'est celui qui fait des grands discours, qui écarte comme ça fort les bras et qui a une voix qui porte haut et fort. Le féminin de tribun, c'est tribune. C'est-à-dire, c'est la table sur laquelle il s'appuie. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de mot pour désigner une femme politique qui soit en position de leadership. Il n'y a pas de mot. Parce que même leader politique, c'est un nom masculin. Il n'y a pas de mot de femme désignant une position de leadership politique. Donc ça veut dire, et quand il n'y a pas de mot, ça veut dire que ça n'existe pas, ça veut dire que ça ne désigne pas, ça veut dire que ça ne met pas en visibilité. Donc je veux dire, on a tout à faire encore en politique. Est-ce qu'il y a dans le vocabulaire français, il y a des mots qui sont exclusivement féminins et qui ne peuvent pas se mettre au masculin et inversement ? Est-ce que vraiment l'idée d'avoir... Oui, mais les mots qui sont féminins, ce ne sont pas des mots de leadership, ce ne sont pas des mots de dirigeants, de tacticiens... Voilà, il n'y a pas... D'ailleurs, on le voit bien, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire ministresse, par exemple. Normalement, le féminin de ministre, c'est ministresse. Et c'est quelque chose qui a été... C'est un mot qui a été utilisé pendant très longtemps. Et là, on n'arrive pas du tout. Ça fait complètement étrange de dire ministresse aujourd'hui. Et vous pensez que ça changerait tout si on disait ministresse ? Je pense que cette règle de grammaire que l'on apprend dès que l'on apprend à parler, c'est-à-dire que dès 1 an, dès qu'on prononce ces premiers mots, on apprend cette loi des reins qui est que le masculin l'emporte sur le féminin. La notion du genre est présente partout pour vous ? On ne peut pas structurer des enfants, structurer la parole, structurer le langage. Et on sait tous et toutes ici, et particulièrement parce qu'on est dans le monde éducatif, que structurer la parole et le langage, c'est structurer la pensée. On ne peut pas structurer le langage en disant le masculin l'emporte sur le féminin. On ne peut pas dire que s'il y a 1000 femmes et juste un homme, alors c'est le masculin qui l'emporte et que ça ne structure pas la pensée derrière. C'est obligatoire. L'écriture inclusive, finalement, aurait dû être là depuis très longtemps, selon vous. Mais souvent, quand on parle d'écriture inclusive, on a cette idée de point médian. Mais en fait, le point médian, c'est pas l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est à chaque fois de mettre le féminin, le masculin et le féminin pour faire en sorte que tout le monde soit visibilisé. Et ça, je pense que c'est absolument primordial, oui. Alors, on parle justement de féminisme. Quand on parle de vous dans les médias, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses extrêmement positives, élogieuses. Et puis, il y a aussi des moqueries dans la manière de dire, dans les idées. Comment vous vivez cela au quotidien ? Est-ce que ça vous donne la force d'être encore plus combative aujourd'hui ? Un des arguments du sexisme, c'est de décrédibiliser. Et ça, toutes les femmes politiques, et regardez bien, toutes elles ont été décrédibilisées. On l'a vu avec Ségolène Royal, on l'a vu avec Édith Cresson, on l'a vu là même avec Hidalgo, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, même Valérie Pécresse. Alors évidemment, quand je vous disais par exemple sur Valérie Pécresse, c'est très intéressant parce que je vous disais qu'il n'y a pas de féminin à tribun. Donc évidemment, on se moque d'elle parce qu'elle n'a pas ce caractère tribunicien qui caractérise la vie politique française. Est-ce que pour autant ça la délégitime en tant que femme politique? Et pourtant, c'est ce qui est renvoyé. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours des procès en décrédibilisation, en délégitimation, qui font que notre parole n'est jamais prise au sérieux. Et moi, quand on est une femme, on n'est jamais prise au sérieux. De fait, regardez les femmes dans cette élection présidentielle. À part Marine Le Pen, que je mets de côté parce son cas est particulier. Pourquoi ? Son cas est particulier parce que déjà, elle a été adoubée par son père. Et que ça n'est pas rien, en fait, en politique. Et elle a été adoubée, puis un peu oui, mais aussi. Elle avait quand même fait son capital. Elle a quand même vécu beaucoup de trahison au sein de sa famille. Oui, mais elle a eu son capital politique. Et puis, elle a une voix qui est, en fait, une voix assez grave. D'ailleurs, moi, j'avais lu des interviews d'elle où elle disait qu'elle fumait parce que pour aggraver sa voix, pour que sa voix soit plus grave, de sorte qu'elle puisse se poser davantage. Elle a une stature qui est une stature, évidemment, grande. Voilà. Et donc, je pense qu'elle a un statut un peu particulier. Mais en fait, particulièrement à gauche, je pense qu'on a un sujet autour de comment crédibiliser les femmes en politique. Et moi, ce qui m'a vraiment frappée... Valérie Pécresse n'est pas crédible en politique. Elle est décrédibilisée. C'est pas qu'elle n'est pas crédible, c'est qu'on la renvoie à une décrédibilisation. Les hommes la renvoient à ça. Oui. Et moi, mais les femmes aussi. Enfin, je veux dire, si les femmes étaient toutes féministes, on aurait déjà gagné. Hein. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les critiques que j'ai reçues, par exemple, l'essentiel des critiques, il y avait des violences, etc., mais l'essentiel, c'était « elle est folle ».
Et ça, ce mot, elle est folle, revient non-stop. Et pourquoi on vous dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé c'est la question parce que... Vous voulez te poser la question, j'imagine. Oui, mais enfin, j'ai quand même un doctorat d'économie, je suis maître de conférence, je suis enseignante-chercheuse. Alors ça, c'est effectivement l'aspect culturel, l'aspect éducation, oui. Mais la folie n'a rien à voir, hein. On peut être extrêmement cultivé et fou. Oui, mais enfin, si vous écoutez mon discours, j'ai un discours qui est en fait très structuré. Hein. Non, moi je ne le juge pas, je pose la question, pourquoi selon vous? Parce que la folie, ça renvoie à la question de l'hystérie, ça renvoie à tout L'hystérie pour l'hymen, donc pour la femme? Voilà, l'hystérie pour l'hymen et pour la femme. Je rappelle quand même que l'hystérie, ça date d'Hippocrate et qu'on était qualifié d'hystérique à l'époque parce qu'on estimait que quand une femme était insatisfaite, son utérus se mettait à grimper dans son corps et à monter jusqu'au cerveau et à remplacer le cerveau. C'est ça que ça veut dire hystérique, quoi. Tout à fait. Mais voilà. Évidemment, il est beaucoup plus difficile de réfléchir avec un utérus qu'avec un cerveau. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, sauf que ça ne se produit pas et que cette qualification de folle, elle vient en fait du terme hystérique et d'une longue histoire de sexisme vis-à-vis des femmes. Le sentiment que vous avez de cette domination masculine, de cette décrédibilisation des femmes en politique, est-ce qu'elle est partagée par beaucoup d'autres femmes en politique? Énormément. Énormément. Qui vous en a parlé? À peu près toutes les femmes politiques. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quel est le sentiment général? À peu près toutes, et c'est marrant quel que soit le bord politique, c'est-à-dire toutes ont fait le même constat, quoi. Et toutes ont fait le même constat des difficultés auxquelles on est confronté et auxquelles les hommes ne sont pas confrontés. Parce qu'une des autres choses qui vraiment caractérise les parcours des femmes politiques, c'est que nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que dès qu'il y a une erreur, alors elle est pointée, surlignée, mise en avant, alors que les hommes politiques ont beaucoup plus le droit à l'erreur que nous. Et ça fait partie des choses qui rendent l'exercice politique très difficile pour les femmes, parce qu'il est impossible, mais alors vraiment, il est humainement totalement impossible de faire de la politique à un haut niveau, c'est-à-dire non-stop, et de ne jamais faire d'erreur. Ça n'existe pas. Alors certes, oui, effectivement, l'erreur est humaine, mais enfin, on a vu des grandes femmes quand même, comme Angela Merkel ou d'autres, faire de grandes carrières en politique. L'engagement chez vous, il est partout. Dans le féminisme, dans l'écologie, on va y venir. En politique, évidemment. Et Angela Merkel, elle est allemande, hein. Enfin, je rappelle ce... Oui, certes, mais ça n'empêche que c'est une femme. Je pense qu'il y a un petit sujet français, en fait. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a un problème entre les femmes et la France? Je pense que la politique française s'est construite autour du fait que les femmes en ont été sorties. C'est la 4e République, mais c'est aussi la loi Salic qui interdisait aux femmes de prendre le trône, ce qui n'a pas été le cas ni en Espagne, ni en Grande-Bretagne, ni nulle part. En fait, on a été le seul pays à mettre en place ce dispositif interdisant aux femmes l'accès au pouvoir. Et on a été un des derniers pays à donner le droit de vote aux femmes. Donc je pense qu'il y a un sujet entre la politique et les femmes en France, oui. Donc je disais que vous vous êtes investi en politique, on le sait bien sûr. Vous êtes arrivé finaliste à la primaire des Verts. Vous vous êtes finalement rangé aux côtés évidemment du gagnant Yannick Jadot, qui pourtant vous a évincé jeudi dernier du parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que vous avez fait beaucoup d'interviews à ce sujet, mais j'aimerais comprendre ce qui s'est passé de cette campagne. Ce qui s'est passé, c'est... depuis le début, c'est compliqué. Et puis là, il y a eu un prétexte qui a été utilisé pour m'évincer, qui est le fait que j'ai discuté avec des journalistes et que c'était une discussion qui était à vocation privée et qu'elle est sortie. Et donc, ça a été le prétexte pour me sortir de la campagne. Mais à vocation privée qui montrait une trahison, selon Yannick Jadot? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que... ça, il faut lui demander à lui, parce que moi, j'aimerais bien savoir justement comment il interprète les choses. Parce que... Vous n'avez pas parlé? Non, depuis cet événement, non. Et la question que je me pose, c'est qui a été évincé en politique? Je vous la pose, justement. Regardez, et vous verrez qu'il y a très peu de monde et qu'à chaque fois, ce sont des femmes, en fait. Et évincé, ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, vous êtes sorti de cette campagne, mais vous dites toujours et maintenant que vous, quand même, vous allez voter Vert. Non seulement je vais voter, mais je vais faire la campagne. C'est-à-dire que je serai responsable pour deux là-dedans. Je ne vois pas en quoi je rentrerai dans ce jeu, en fait. Moi, je suis une femme politique et je fais de la politique. Et je fais de l'écologie. Et je pense que l'écologie est absolument indispensable pour voir sereinement l'avenir de nos enfants. Et je n'ai pas de doute là-dessus, en fait. Vous avez pesé pendant les primaires. Vous avez fait un score très important. Vous êtes arrivé finaliste. Je pense que c'est oui. Vous avez été aux côtés, effectivement, de Yannick Jadot et de tous les Verts, bien sûr, pendant ce début de campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez été gênante, entre guillemets, pour Yannick Jadot? C'est pas moi qu'il faut poser cette question. Mais vous avez bien discuté avec les membres du parti, avec votre entourage? Non, non, parce qu'en fait, ça n'est pas... Du jour au lendemain, on vous dit au revoir et vous acceptez?
Non, mais on n'a pas accepté que je puisse avoir une parole Non, mais vous forte avez et accepté libre. d'être sorti. Mais comment je peux... Enfin, s'ils me sortent, ils me sortent. Enfin, je veux dire, je vais pas... Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je vais... Voilà. Et sans rien dire, sans explication. Sans aucune explication, non. Et vous n'avez pas une idée? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Non, mais je me pose la question. Non, vous avez tellement compté pendant cette campagne, La je suis seule vraiment question- très étonnée. Oui, moi aussi, je suis très étonnée. Je pense que c'est une erreur politique. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand Yannick Après, Jadot je parle- pense que la liberté de parole des femmes, la force des femmes, la puissance des femmes, le poids politique des femmes est un sujet, encore en France, bien sûr. Et dans quand- mon parti comme dans les autres. Quand Yannick Jadot parle de manque de loyauté, qu'est-ce que vous répondez à ça? Prouvez-la moi. Donc, c'est parce que vraiment vous êtes une femme ou c'est parce que vos idées peuvent déranger et que vos idées, parce que Mais vous c'est l'avez dit, l'ensemble, c'est être un peu l'ensemble. plus à gauche finalement de ce parti-là? C'est l'ensemble, je pense que c'est les deux ensemble. Voilà, je pense que c'est plusieurs choses en fait. Vous pensez que si vous avez été un homme, vous auriez été maintenu dans cette Je ne campagne? connais pas d'exemple d'hommes qui ont été virés. Jamais. J'aimerais revenir évidemment sur une autre déclaration. Certes, vous êtes reprise là-dessus, mais ça me déprime de faire de la politique avec les groupes du Ku Klux Klan. Je veux faire de la politique avec des gens de toutes les couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement aussi à ce moment-là? Ça, c'était une conférence week-end. que je donnais. Enfin, c'était un débat. C'était pas une conférence d'ailleurs. C'était un débat dans les quartiers populaires, dans un des quartiers les plus difficiles de Toulouse, où il y a eu 10 morts rien que pendant le confinement. C'était vraiment un lieu déserté par les services publics, j'ai fait cette conférence sur politique et quartier populaire, femmes et quartier populaire. Il y avait des centaines de personnes dans la salle et puis on a débattu. Et à un moment donné, j'ai voulu choquer en disant mais venez faire de la politique parce que sinon, en fait, la classe politique n'est pas représentative de tous les Français et Françaises et elle n'a pas toutes les couleurs de peau qui existent en France. Enfin, clairement, on peut le poser comme ça. La classe politique n'est pas représentative. Mais vous l'avez comparé Et donc, au Ku Klux Klan. voilà. Alors c'est là que Vous pouvez répéter et dire à ceux qui nous regardent ce qu'est le Ku Klux Klan pour bien marquer la différence? Non, mais donc ça, c'est une erreur. Voilà, je le dis, c'est une erreur. Et le Ku Klux Klan, c'était c'est encore d'ailleurs une organisation américaine qui était raciste, suprémaciste et qui tuait, enfin qui faisait des actions antisémites et antiféministes. Oui, mais quand on voit Zemmour, pardon, mais on est dans un suprémacisme blanc qu'il faut quand même analyser. Hein. C'est-à-dire que quand on a Éric Zemmour qui dit à Rokhaya Diallo sur un plateau « Vous êtes de la race noire, je suis de la race blanche », c'est un suprémacisme blanc. Quand il est accusé par 8 femmes d'agression sexuelle et que rien ne se passe, eh bien, il a une attitude qui est une attitude viriliste. Et donc, je veux dire, cet héritage, en fait, de ce Ku Klux Klan, finalement, ça a donné le suprémacisme blanc aux États-Unis, qui a été très actif durant la campagne de Trump. Et au bout de cette comète, eh bien, il y a le suprémacisme qui s'installe actuellement en France. Et on n'ose pas dire les mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit d'Éric Zemmour qu'il est d'extrême droite. Mais en fait, c'est un homme raciste. Enfin, je veux dire, c'est un homme raciste. Et on le saura peut-être s'il y a des dépôts de plainte, mais peut-être aussi potentiellement agresseur sexuel. Donc, je veux dire, il faut pas minimiser ce truc-là. C'est un homme misogyne et c'est un homme qui revendique une hiérarchie des races. Et on ne peut pas laisser passer ça dans le cadre républicain, pardon, mais oui, mon mot choque, mais qu'est-ce qui est choquant en fait dans cette campagne présidentielle? Qu'est-ce qui est choquant qu'on puisse dire que Pétain ait aidé les Juifs? Mais pardon, enfin, on se rend plus compte là, on n'est plus dans la bonne... Je crois que ça a choqué tout le monde. Ben oui, oui, mais aujourd'hui, le fait que 8 femmes parlent contre lui... Parce que ça fait un an que c'est sorti, hein, le fait que 8 femmes parlent de lui comme d'un agresseur sexuel. Vous en avez entendu parler? Oui, bah, ça fait la une de beaucoup de journaux quand même. Non. Quand même, on en a beaucoup parlé. Ah non. Mais vous remettez en cause justement les journalistes et le travail qui est fait en amont. Est-ce que vous avez eu l'impression que justement, peut-être votre parole a été déformée par moments? Bien sûr qu'elle a été déformée par moments. Mais surtout, je trouve que, et ça c'est une question de fond, c'est que la politique aujourd'hui est à mon avis vidée de sa substance, vidée de sa vitalité, en raison d'éléments de langage et d'une communication politique qui corsette complètement le langage politique. Moi je n'ai pas ça, et je ne veux pas être ça, parce que je pense que précisément c'est ce qui nourrit aussi l'abstention, c'est ce qui nourrit une forme de défiance vis-à-vis du monde politique qu'on juge absolument insincère.
sincère de manière continue. Et donc, je m'oppose à ça. Donc, évidemment, j'ai un langage qui est sincère, j'ai un langage qui est non préparé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas préparé les éléments de structure de la pensée avant, mais ça veut dire que mon langage et mes éléments de langage ne sont pas notés sur une feuille et que je ne les ai pas appris par cœur avant chaque interview. Du coup, ça donne évidemment à des moments des espèces de choses qui sont soit des erreurs type Ku Klux Klan, soit juste des mots qui sont nouveaux dans le paysage politique. Vous-même, vous dites finalement que vous ne le regrettez pas, ce mot-là. Si, je le regrette. C'est une réalité pour vous. Non, je viens de vous dire que je le regrettais. Donc, oui, mais juste après, vous me dites quand même que c'est une réalité qui s'opère effectivement, qu'on voit aux États-Unis et qui arrive en France. C'est le suprémacisme blanc qui est l'héritier, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, mais vous le manifestez quand même. Vous regrettez la situation en France. Je regrette le fait que, pour la première fois, on ait un candidat à la présidentielle de la République française qui se permette de dire que tous les Noirs sont des voleurs. Oui. Enfin, oui, et sans aucun doute. Oui, je l'entends justement. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir été avec nous. Restez, car dans un instant, on recevra la fondatrice de Chica, un magazine pour s'éduquer au féminisme dès le plus jeune âge. De retour sur le plateau du Grand JT, on accueille Elisabeth Roman. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Chica, un magazine, le premier magazine de Girl Empowerment. Et oui, on se dit ça comme ça, un trimestriel. Alors, si on le dit en français, l'empouvoirment, on peut dire ça ? C'est ce qu'on dit aussi, c'est pas très joli, mais c'est la traduction française. Un magazine extrêmement engagé, qui est donc trimestriel, à destination des 7-12 ans et surtout à destination des filles. Oui, des filles. Alors les garçons peuvent le lire, hein, c'est pas interdit. Ils ont le droit ? Ils ont le droit, au contraire, on serait ravis s'ils le disaient. Mais à 7 ans, déjà, les garçons sont rentrés dans cette fameuse injonction que la lecture, c'est surtout pour les filles. Donc, je pense qu'il faut passer par d'autres méthodes que la lecture, pour eux aussi, les empouvoirer, comme on dit. Pourquoi la lecture, c'est que pour les filles ? Alors non, c'est pas que pour les filles, mais c'est ce qu'on explique aux garçons dès qu'ils sont petits. C'est-à-dire, un garçon, c'est censé bouger, c'est censé être turbulent, alors qu'une fille, c'est censé être plus calme, donc aimer plus lire. C'est comme ça qu'on vous a élevé ? Alors moi, non, pas du tout. Ma mère aurait adoré que je lise. Effectivement, je lisais peu. Mais moi, j'ai deux petits garçons de 7 et 8 ans. Ils adorent lire. Hein. Oui, not all men, comme on dit. Voilà, ça, c'est effectivement, il y a toujours des cas particuliers, mais en grande généralité. C'est vrai que Michael est un cas particulier. Oui, je vous confirme. Non, et pour en revenir à Chica, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est un magazine tout à fait particulier dans la mesure où c'est un magazine engagé. Un magazine, on peut dire, féministe pour les enfants ? Oui, alors je prononce rarement ce nom, mais c'est la réalité. Et c'est rare, effectivement. Je crois que c'est l'un des premiers magazines vraiment engagés pour les enfants. C'est-à-dire que globalement, on dit à nos lectrices qu'elles peuvent aussi changer le monde. Donc, elles sont aussi engagées. Elles le sont d'ailleurs, puisqu'elles nous envoient des photos de choses qui les choquent, dont notamment cette fameuse taxe rose, des jouets roses pour les filles, bleus pour les garçons, des textes qui, même à l'école, qui peuvent les choquer dans les énoncés d'exercice. Donc, quand vous dites que les filles peuvent éventuellement changer le monde, ça veut dire que vous partez du postulat qu'on a été élevés, nous, les filles, les femmes, avec cette idée qu'en fait, on ne pouvait pas vraiment faire grand-chose pour ce monde-là ? C'est-à-dire qu'on nous l'a même pas dit, quoi. Oui, effectivement, on voit toujours plus d'hommes héros que de femmes héroïnes. Elles ont souvent été, on le sait, invisibilisées, oubliées par l'histoire. Donc, oui, pour une femme, généralement, ou une petite fille, n'imagine pas qu'elle peut changer le monde, mais je me rends compte qu'elles peuvent changer le monde, puisque elles, finalement, les messages que je leur porte, elles les portent aussi autour d'elles. Et donc, elles changent l'attitude des enfants, des garçons, ou même des adultes autour d'elles. Donc, oui, elles peuvent changer le monde, et effectivement, pendant très longtemps, on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire grand-chose pour changer le monde. Chica a été créée il y a 2 ans et demi, c'est ça à peu près. Là, c'est le numéro 12, au mois de mars 2022. Il y a 2 ans et demi, pourquoi vous avez créé Chica ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'imagine que cette conscience que vous avez de défense des droits des femmes, vous l'avez depuis longtemps. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 ans et demi, moi, j'ai toujours été dans la presse enfant, notamment mon dernier poste, c'était rédactrice en chef d'un magazine sur la science et vie découverte. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abonnés garçons et très peu de filles. Donc quand je suis partie de ce magazine, j'ai voulu créer un magazine de science pour les filles. Et en fait, je suis allée voir ce qu'on proposait parce que je ne connaissais pas du tout les magazines dits pour filles. Et là, elles me sont un peu tombées des mains. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme type de magazine ? Du rose, de la mode, de la beauté, des animaux mignons,
des cœurs. Une caricature, quoi. Voilà, et je me suis dit, waouh, il y a un truc qui ne va pas. Donc, plus que de la science, je vais carrément ouvrir ce magazine à un changement et à leur donner des messages qu'elles n'avaient pas l'habitude de lire dans les magazines. Parce qu'il y a quand même d'autres magazines, type Okapi, le Petit Quotidien ou d'autres, qui existent pour les ados ou les pré-ados et qui sont ouverts aux garçons et aux filles. Oui, tout à fait, mais la différence, c'est que moi, mes messages à l'intérieur sont vraiment autour du féminisme. Voilà, c'est-à-dire on casse les clichés, on fait des portraits de femmes du passé héroïque qu'on a parfois oubliés, on va interviewer des femmes qui font des métiers incroyables, on a toujours un poster un peu orienté féministe, etc. Il n'y a aucun magazine qui faisait ça, c'était des magazines généralistes, hein, voilà. Mais alors justement, le fait de sortir un magazine féministe destiné aux filles, est-ce que c'est pas dommage finalement, parce que on se dit que c'est surtout les petits garçons qu'on a besoin d'éduquer aujourd'hui? J'ai entendu 250 fois. Donc comme je vous expliquais, non, je suis désolée, mais généralement, j'ai pas été attaquée sur le fait que je faisais un magazine féministe pour filles, mais surtout sur le fait qu'ils n'étaient pas pour les garçons. C'était assez drôle. Maintenant, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, les garçons, à partir de 7 ans, vos petits garçons, voilà. Donc moi, ça ne sert à rien d'aller chercher un endroit où pour l'instant ce n'est pas de déconstruit. Donc par contre je le fais dans Chiquita qui est pour les 4-7 ans, c'est pour les petites nanas et les petits gars. Pourquoi ? Parce que c'est de la lecture accompagnée. D'accord. Donc là... C'est pour essayer de leur faire comprendre la manière idéal, idyllique, de pouvoir décrypter aussi ce que l'on voit, ce que l'on lit, l'information de manière générale? Oui, il y a un peu de tout, mais c'est toujours exactement le même angle. C'est-à-dire qu'on voit des filles qui font des trucs incroyables, mais je vois aussi des petits garçons qui font des trucs incroyables. Cette égalité filles-garçons, je la crée là-dedans. Moi, demain, si je vais créer quelque chose pour les petits garçons de 7 ans, je créerai plutôt des ateliers pour qu'eux aussi soient déconstruits sur certains thèmes, comme par exemple la douceur qu'ils peuvent avoir, pouvoir être tranquille aussi. Vous voyez, des choses que, par exemple, on peut faire dans les écoles en Islande, qu'on ne fait pas du tout en France. Donc voilà, je créerai autre chose qu'un magazine, parce que pour l'instant, les garçons ne sont pas déconstruits avec cette idée de lecture et de magazine, même si je suis d'accord avec vous, il y a des garçons, évidemment, qui lisent. Alors, vous savez, c'est de manière classique, quand on ouvre un magazine, il y a forcément l'interpage, là où il y a la graphe, et boum, on tombe sur... Non, les filles adorent faire le ménage, non. C'est pas vrai. Non. Alors, on vous confirme, pour la journée de la femme, nous n'aimons pas faire le ménage. Et vous, les hommes non plus, en fait. Personne n'aime ça. Hein. Mais pourquoi? Non, mais c'est caricatural, certes, mais effectivement, il fallait le faire. Pourquoi on tombe dans ces clichés-là, à votre avis? Pourquoi on est là-dedans? Ça, c'est simple. Hein. C'est de mère en fille depuis des générations. C'est-à-dire que la femme, pendant très longtemps, est restée chez elle. Elle était assignée au domicile, à l'intérieur, alors que l'homme sortait. Donc, son travail à elle, c'était tenir son foyer, élever ses enfants. Donc, tenir son foyer, ça voulait dire faire le ménage. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qui est presque devenu de l'ordre de l'ADN, alors que pas du tout, bien sûr. Et donc voilà, donc dans ce truc-là, moi, souvent, c'est l'endroit où je casse les clichés. Le titre est barré et j'explique, non, par exemple, les filles, la couleur préférée des filles n'est pas forcément le rose. Les garçons peuvent lire, c'est un cliché que j'ai déconstruit. Les garçons peuvent faire de la danse classique, etc. Selon vous, il faut éduquer au féminisme pour ne pas tomber justement dans le caricatural aussi inversé? Oui, parce que l'idée, c'est que moi, je dis, les filles peuvent aimer le rose aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas sur des choses extrêmement inverses. Par contre, j'essaye d'ouvrir. Et oui, l'éducation est extrêmement importante, puisqu'on se rend compte qu'au final, même quand on a un bébé, par exemple, les pleurs d'un bébé garçon, on va assimiler ça. C'est une étude qui a été faite par des sociologues aux États-Unis. La même vidéo, on dit aux personnes qui la regardent, c'est un garçon. Donc les gens disent, il est en colère. Et quand c'est une fille, elle est triste ou elle a mal. Donc d'entrée, nos regards sur les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, sont différents quand ils sont tout petits. Mais faut-il annihiler le genre, justement, dans ces cas-là? Parce qu'il y a un grand débat aujourd'hui qui existe. Le Yel est rentré au petit Robert. Bon, il y a vraiment une vraie question qui se pose. Est-ce qu'il faut justement se départir du genre? Ou alors le cultiver différemment? C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même laisser des ouvertures. Hein. Ces ouvertures sur lesquelles les femmes, surtout, se battent depuis des années, ça a permis le vote. Ça a permis... Enfin, vous imaginez. Donc, si on n'ouvre pas, on serait
serait encore en train de chez nous, on ne serait pas là toutes les deux en train de parler dans un studio. Vous seriez en train de faire des tartes et moi Certainement pas. Je vous confirme que je ne serais pas en train de faire des tartes. Ou alors les donner peut-être, mais certainement pas en train de les faire. Non, mais je vous dis, si jamais tout ça n'avait pas été déconstruit, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on peut faire des choses qui semblent totalement normales parce que nos mères, nos grands-mères se sont battues. Le droit de vote, c'est un truc incroyable. Et ça commence justement dès le berceau, ça? Dès le berceau, même avant. Puisque finalement, je ne sais pas si vous êtes au courant, aux États-Unis, il y a une fête qui est faite, les gender parties, quand on sait quel est le sexe du bébé. Et là, il y a des grandes fêtes qui sont organisées avec ou des fusées roses ou des fusées bleues, enfin des tas de choses où c'est le rose ou le bleu qui sort. Donc d'entrée, on veut savoir si c'est une fille ou un garçon et on va projeter des choses sur ce bébé qui n'est même pas né en fait. Donc c'est bien avant la naissance. Sauf que le projet se fait aussi par d'autres choses. C'est-à-dire que là, on parle du sexe, mais ça se fait aussi, par exemple, avec si je suis dans les sciences, je voudrais que mon fils devienne astronaute ou physicien et ma fille. Donc après, ça se fait dans tout. Non, peut-être que tout à fait. Tout à fait, mais c'est vrai que, par exemple, quand on voit que les filles, aujourd'hui, il n'y a que 30% de filles qui travaillent dans les sciences, alors qu'elles sont meilleures que les garçons, finalement, pendant très longtemps au lycée, il y a des questions qui se posent. Les chiffres sont trop énormes. Par exemple, il y a pratiquement aucun homme fleuriste. Il y a pratiquement, alors que pourquoi tout le monde aime les fleurs, même les hommes, enfin vous aimez les fleurs? J'en connais beaucoup, moi, d'hommes fleuristes, au contraire. Mais pourtant, le pourcentage... Et heureusement, ça évolue, effectivement, on évolue sur les mœurs. Mais vous parliez des maths, justement, et des sciences de manière générale. Les maths sont délaissées aujourd'hui, on le voit et on le sait, par justement la réforme du bac de Blanquer. Et les maths sont délaissées par les filles. Est-ce que c'est aussi une nouvelle façon pour vous, lorsque... Alors là, on est 7-12 ans, hein, on est vraiment au tout début, enfin en tout cas à la fin, au début du collège. Est-ce que vous allez aussi ouvrir plus tard sur les 13-18 ou 13-16 pas forcément par un magazine, parce qu'on sait aussi que, la déconstruction, les filles, après 13 ans, ne lisent plus de magazines. On passe par les réseaux sociaux. Donc, on a d'autres idées qui seront autres que... Comme quoi, ouvrir un club? Pourquoi pas passer aussi par, effectivement, le digital, hein, parce que les ados se tournent beaucoup vers le digital et c'est là où elles sont le plus présentes, en fait. Bah écoutez, bravo en tout cas pour votre engagement. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Elisabeth Roman, je remontre Chica, qui est disponible. On peut le trouver où? Sur mon site chica.fr, TCHIKA. Il n'est pas en kiosque parce que je veux préserver l'écologie et puis c'est plus économique. Sinon, quand on ne les vend pas, on les jette. Donc moi, je les garde et je peux fournir des anciens numéros. Ben voilà, donc vous savez tout. Chica et Chiquita. Chiquita pour les 4-7 ans, Chica pour les 7-12 ans. Merci mille fois, Elisabeth Roman. Allez, c'est l'heure de la chronique de Mickaël Dorian. Alors, Mickaël, vous nous emmenez en Angleterre pour parler éducation, mais éducation royale avec les Windsor. Absolument, car même pour un prince de sang royal, pas question, Virginie, de faire l'école buissonnière. On a d'ailleurs appris dernièrement que le prince George allait certainement devoir changer d'école. Actuellement scolarisé à la Thomas Battersea School de Londres, le fils aîné du prince William et de Kate Middleton devrait effectuer sa prochaine rentrée scolaire dans un tout nouvel établissement. Et alors que tous les spécialistes s'attendaient à ce que le couple Cambridge choisisse Ludgrove, vous excuserez mon accent tout au long de cette chronique, qui est l'école où sont allés les princes William et Harry, c'est finalement Lambrook qui semble être la favorite, située dans le Berkshire près d'Ascot, de la ville d'Ascot. Le duc et la duchesse de Cambridge seraient en train de finaliser les inscriptions pour y transférer le prince George dès septembre 2022. Alors, pourquoi Lambrook plutôt que Ludgrove? Eh bien, très certainement parce que Ludgrove est un pensionnat et que même si Kate et William suivent très souvent l'exemple de Diana en matière d'éducation, ils n'ont a priori pas envie de laisser leur fils la semaine et de ne le voir que le week-end. De son côté, la princesse Charlotte, 6 ans, est plus susceptible de rester à la Thomas Battersea School pour le moment, où elle est super heureuse et bien installée. Elle devrait être rejointe très bientôt par son petit frère, le prince Louis, qui aura 4 ans au printemps. À noter que jusque-là, aucun membre de la famille royale n'était passé par la Thomas Battersea School. Donc en gros, on l'a compris, faire partie de la famille royale n'empêche pas de suivre une scolarité normale. C'est vrai, et pourtant, la situation est toute nouvelle, enfin c'est plutôt récent. D'abord pour l'école primaire, Charles est le tout premier membre de la famille royale à être allé à l'école à partir de ce qui correspond chez nous au CP. Avant lui, c'est une gouvernante qui, comme le voulait la tradition, s'occupait de faire classe aux enfants directement au palais, de la maternelle
jusqu'à l'entrée au collège. Et c'est le prince Philippe qui avait dit à l'époque à son épouse la reine « Je veux que mes enfants vivent le plus possible comme les autres enfants ». Et ça passait donc forcément par l'école. Et donc pour la maternelle, c'est encore la gouvernante ? Oui, jusqu'à l'arrivée, c'était la gouvernante, jusqu'à l'arrivée de Lady Di. En gros, pour ses enfants, Diana a fait exactement la même chose que son beau-père, en poussant le bouchon encore plus loin. Exit la gouvernante, les enfants vont à l'école dès la maternelle, et c'est donc ce qu'elle a fait pour William et Harry. Alors au collège, en revanche, eh bien, les Windsor ont depuis plusieurs générations leurs petites habitudes. Oui, et impossible donc de ne pas parler d'Eton, la plus royale des public schools britanniques, fondée par le roi Henri VI en 1440. C'est une école de garçons. Tous les Spencer y ont été admis. Le duc de Westminster, Michael de Kent, le cousin de la reine ou encore William et Harry. Et pas le prince Charles ? Non, pas Charles, bien qu'il aurait certainement préféré être admis à Eton. Lui a été admis dans un autre établissement d'excellence, mais qui prône une éducation beaucoup plus rigoureuse. Il s'agit du pensionnat de Gordonstoun. Écoutez Bertrand de Kers, que j'ai interrogé pour préparer cette chronique. Il est spécialiste de la monarchie. En 1962, à l'âge de 12 ans, le prince Charles est envoyé à Gordonstoun en Écosse. Alors, Gordonstoun est de loin l'établissement le plus sévère du Royaume-Uni. À titre d'exemple, pour vous donner quelques petits détails, eh bien, les élèves sont réveillés en pleine nuit et on leur demande d'aller réaliser un footing avec un sac de 50 kg de pierres sur le dos. Été comme hiver, ils sont obligés, forcés, de dormir avec la fenêtre ouverte, alors que l'on sait qu'en Écosse, les hivers sont particulièrement douloureux. Bref, le prince Charles, que l'on sait sensible, que l'on sait délicat, que l'on sait timide également, va très mal vivre ces 2 années à Gordonstoun. Voilà, merci à Bertrand de Kers qui m'a aidé à préparer cette chronique spécialiste de la monarchie. Et pour terminer avec le prince Charles, Virginie, c'est sous l'impulsion de son père, le prince Philippe, qu'il a intégré ce pensionnat de Gordonstoun. Philippe disait qu'il avait vécu les meilleures années de sa vie dans ce pensionnat. Pour Charles, eh ben, c'est tout l'inverse. Vous avez fait anglais LV1 ? Oui, ça s'entend pas, hein. On est d'accord. C'était magnifique. Le pensionnat de Gordonstoun. Merci beaucoup, Michael. Eh bien, tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Taïk Chris. Si je vous demande un souvenir d'apprentissage précis. Un souvenir d'apprentissage précis. Alors oui, il y avait vous sur Internet, vous allez retrouver ça. Il y avait à l'époque un petit ordinateur qui était une sorte de boîte rouge hyper moderne pour l'époque, parce que j'avais 8 ans, j'avais 10 ans, donc voilà, c'est il y a très longtemps, qui s'appelait la dictée magique. Et c'était quelque chose où, en fait, c'était une sorte de petite boîte qui parlait. Ouais. Et on devait écrire les mots. Et si on les écrivait bien, elle nous disait que c'était juste ou pas juste. Et donc, on avait ce midi ordinateur. Ça, tous les jours ? Pas tous les jours, mais c'était un sort de jeu. De toutes les façons, par exemple, l'histoire, au lieu d'apprendre l'histoire d'une façon très formelle, mon père, qui était très éduqué, nous faisait des grands... il nous racontait l'histoire. Son histoire aussi. Alors, si son histoire, mais même l'histoire d'une façon générale. Donc, on était comme au théâtre, parce qu'à la base, mon père était un homme de théâtre, à l'écouter. Donc voilà, c'était une vie bizarre et différente. Il n'y avait aucune journée qui se ressemblait, du coup? Non, il n'y avait aucune journée qui se ressemblait. Et en plus, ce qui était très agréable, c'est que dès mon plus jeune âge, j'avais la sensation d'être maître de ma vie. C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont toujours dit... Si demain, tu as envie de faire des grandes études, aller à l'école, tu le fais. En fait, fais ce que tu veux. Par contre, fais-le avec passion et intensément. Il vous disait que c'était possible de retourner à l'école? Ah oui, complètement. Il disait vraiment... Chaque année, il vous demandait en gros si vous aviez envie? Il nous demande, bien sûr, pas pour l'école proprement dit. Il nous demandait chaque année si tous les passions qu'on faisait, parce que, comme je l'ai dit au début, j'ai été professionnel de magie, l'école du cirque, du piano, du dessin. On voyageait dans le monde entier, du tennis pendant de longues années, du kung-fu. Je veux dire, on a fait tous les trucs. Mais c'est eux qui vous initiaient à ces sports? Non, c'est... Il fallait que vous les connaissiez. Oui, quand même. Bien sûr. Ils nous montraient différents trucs et c'est toujours mon frère et moi qui choisissaient. Et même si... on faisait pendant des années et que mes parents mettaient beaucoup d'énergie, par exemple le tennis, on a joué 6 ans au tennis pour carrément devenir professionnel. Mon frère était très fort, quasiment première série, et mes parents avaient mis beaucoup d'économies parce qu'il fallait trouver un prof, s'entraîner avec des meilleurs, etc. Oui, là, il y avait quand même des professeurs. Évidemment, là, il y avait des profs et tout, mais au bout de 6 ans, mon frère et moi, on a dit à nos parents, bon, on en a marre, on veut faire autre chose. Et bien mes parents, ils ont dit, pas de problème, si c'est votre passion, si c'est votre choix. Donc on a été considérés
vraiment comme adulte assez jeune. Donc ça responsabilisé, en fait. Voilà, donc ça m'a donné, aujourd'hui, je vois une vraie force de faire mes propres choix, assumer mes responsabilités, etc. Donc ça vous donnait confiance en vous, en fait, au final. Oui, parce que l'école de la vie, on a tous des échecs, des hauts et des bas, mais quand on est face à ses choix toute la journée et qu'on apprend, on prend confiance. Est-ce que vous aviez quand même des petits formateurs qui venaient de temps en temps? Je ne sais pas. Non, jamais. Même pas un prof de maths, parfois, comme on a. Non. Aucun prof de maths, ni quoi que ce soit. Après, il faut quand même expliquer, je ne suis pas du tout contre l'école. Je trouve qu'il y a... Alors déjà, j'ai jamais été, donc je ne sais pas réellement de l'intérieur comment c'est, mais il y a sûrement des trucs bien. On vous a raconté. Voilà, on va raconter. Le concept que je trouve un peu dommage quand je vois l'école, c'est que tous ces jeunes, tous ces enfants sont passifs. C'est-à-dire qu'ils sont assis sur leur chaise à devoir apprendre du par cœur, à écouter un prof qui récite, alors que quand on est jeune, on n'a qu'une envie, c'est être dans l'action. Mais comment il faut réinventer l'école. Et justement, j'ai un projet dans le futur où je construirai ma propre école, où je mettrai les élèves qui seront que dans l'action, donc beaucoup moins d'élèves pour le nombre de profs, pour que justement... Parce que le monde, en plus, il change. Nos parents, quand ils étaient jeunes, ils apprenaient un seul métier toute leur vie, et ils faisaient un métier. Maintenant, la nouvelle génération, il faut apprendre plein de métiers. Donc, il faut que les jeunes deviennent multidébrouillards. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Taï Chris, pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, à demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. École qui accueille aujourd'hui 1800 filles et dont Tina Kieffer a inauguré l'école maternelle. C'était il y a quelques jours et elle est l'invitée du Grand Oral. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. Chandara, donc vous adoptez l'enfant Chandara dont vous avez croisé le regard, mais à travers son regard, vous ressentez le regard de milliers, peut-être de dizaines de milliers d'autres petites filles que vous ne pouvez pas adopter. C'est comme ça que ça démarre, par cette émotion, cette déflagration? C'est ça, c'est quand j'ai été la chercher, je suis repartie pour la chercher au mois de mai, que j'ai vu toutes ces petites filles qui mendiaient sur les trottoirs de Phnom Penh avec des bébés dans les bras, etc. Je me suis dit, c'est très très dur, il y a toutes ces petites Chandara qui restent là, et moi j'en sauve une. Donc j'avais vraiment une impression, c'était assez violent. Et j'avais l'idée depuis longtemps, à l'époque je dirigeais le magazine Marie-Claire, qui était un journal engagé, je savais déjà à quel point l'éducation des femmes est importante, c'était vraiment un enjeu majeur. Donc j'avais toujours eu cette idée en tête. Et à Phnom Penh, où en plus l'éducation a beaucoup souffert, régime des Khmers rouges, etc., il y a vraiment des choses à faire. Et je me suis dit, ça serait quand même bien de faire une école pour filles. Il y a beaucoup de prostitution de petites filles aussi. Alors pourquoi spécifiquement les filles? Vous dites l'éducation des femmes, c'est quelque chose de fondamental. En fait, ça, quand on réussit, on entraîne plein de choses. Oui, absolument. D'abord, il faut savoir que sur tous les enfants qui vont à l'école dans le monde, il y a un tiers de filles seulement. Et c'est vrai que quand vous donnez l'instruction, l'éducation à une fille, comme c'est une mère en puissance, une fois adulte, elle sauve la génération suivante. Donc c'est un peu exponentiel. Qu'est-ce qui intéresse les élèves aujourd'hui, justement? Comment on peut les attirer, justement, et à les amener à s'intéresser, justement, à ces sujets qui sont ô combien importants? Je pense que... je vous parle comme ça parce que je ne suis pas la même génération que vous, et c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu dépassé parfois. Je pense que, en fait, déjà, avoir ça dans le programme, ça peut vraiment le rendre intéressant, parce que déjà, c'est considéré, à mon avis, par les élèves comme quelque chose de moins formel que les cours. Donc ça peut y donner de l'intérêt, et puis surtout ça permet d'en parler, et c'est quelque chose qui laisse pas vraiment le choix d'en entendre parler. Mais après il y a beaucoup les réseaux sociaux qui ont toujours une très grande importance, donc je pense que c'est une plateforme qui est très importante pour tout ce qui est de l'égalité homme-femme et tous les genres de discrimination dont il va être nécessaire de parler, et tous les médias en général, à mon avis, sont des bonnes plateformes. La non-inclusion des femmes, elle freine la croissance des entreprises, on va se le dire très clairement. Bien sûr, et les entreprises en sont conscientes. Donc elles œuvrent, bien sûr, elles mènent des actions, il y a les stages de 3e. Je ne peux pas citer d'entreprises, elles agissent toutes en réalité. Il y a des événements, des sessions de sensibilisation, des coachings, de la promotion interne, des réseaux de femmes. Toutes les grandes entreprises ont leur propre réseau. Alors on dit réseau de femmes, en réalité ils sont mixtes, mais voilà, leur propre réseau interne d'évolution. Elles travaillent plus sur la notion de compétences plutôt que de métier, c'est-à-dire elles vont chercher en interne ou à l'extérieur des femmes qui ne sont pas forcément formées au métier du numérique, et qu'elles vont pouvoir en fait, avec des formations courtes, reconvertir ou pouvoir amener progressivement à ces métiers.
mon Dieu, on créerait au scandale. Elles ont 39 heures de cours par semaine, 39 cours, pas 39 heures, c'est pas des cours d'1 heure. 39 cours par semaine, et c'est étonnant, elles ne s'en plaignent jamais. On a rajouté il n'y a pas longtemps le chinois, parce que c'est important, les Chinois arrivent beaucoup au Cambodge, donc c'est toujours important de maîtriser un peu les bases de la langue, et c'est pas obligatoire. Elles veulent toutes faire du chinois, rajouter encore des heures comme ça. Donc, on a décidé de se baser d'un côté sur le cursus officiel cambodgien. Logique, elle passe ce brevet. Il faut savoir que c'est très très basé sur notre système d'éducation, héritage du protectorat. Et comme là-bas les enfants, enfin ça change aujourd'hui, mais ne vont à l'école qu'à mi-temps, faute de professeurs, etc., on a utilisé l'autre mi-temps pour ajouter une autre pédagogie avec des cours d'ouverture sur le monde, beaucoup d'anglais dès la première année, toute petite, des cours de français, beaucoup de cours de sciences aussi. On essaie de les emmener vers les carrières scientifiques. J'ai vu aussi des cours d'ouverture au monde et de valeurs. Très important. Quelle valeur c'est une idée fixe chez moi depuis le début. C'est leur apprendre la tolérance, le respect, c'est leur apprendre... L'idée, c'est de se dire, voilà, ces petites filles vont devenir des femmes instruites, ça serait bien qu'elles jouent un rôle dans leur pays et ça serait bien que ça aille dans le bon sens. Parce que si elles sont très instruites pour aller arriver faire du business et gagner beaucoup d'argent, c'est très bien pour elles sur un plan individuel. Moi, je serais un peu triste. Vous voyez, si elles ne font que ça, en tout cas. Voilà, exactement. Bien sûr qu'elles peuvent choisir la carrière qu'elles veulent. Mais ce qui est important, c'est qu'elles aient cette ouverture sur le monde, qu'elles aient une vraie générosité, un sens de l'égalité. On le voit plus que jamais. C'est tellement, tellement important de transmettre ça aux futures générations. Vraiment, le besoin primordial pour moi, c'est d'abord d'inscrire dans les programmes scolaires, dès la maternelle, des sensibilisations à l'égalité filles-garçons. Et nous, on mène par exemple des projets autour de Gisèle Halimi avec des enfants de maternelle, avec une artiste qui les fait travailler sur les mots de Gisèle Halimi, par exemple. Et en fait, tout petit, ils s'en saisissent réellement sur, par exemple, l'exemple qui a souvent été pris où elle a refusé de faire le lit de ses frères quand elle était enfant. Ce genre de choses, ça marque des enfants. Ils comprennent qu'effectivement, les petites filles n'ont pas à faire les tâches ménagères à la place des garçons. Et puis parler des mots tout simples comme égalité, respect, etc. Des enfants de maternelle sont largement en capacité de comprendre ça. Et petit à petit, ça germe et ça permet aussi de faire des enfants d'école élémentaire, puis de collège, lycée, des adultes plus responsables, je pense, que nos générations précédentes. Porter du sens, c'est une chose, mais aussi reconnaître ses succès, mais reconnaître ses échecs aussi. C'est ce que vous avez fait pour avancer, justement, Camille. Est-ce que ça fait partie du mindset, de l'état d'esprit qu'on doit adopter quand on est une femme entrepreneur ? Savoir apprendre de ses échecs, oui. Clairement, quand ma première société s'est arrêtée parce que la croissance était trop forte et qu'on n'a pas réussi à la gérer correctement, ça a été une sacrée leçon de vie pour moi. Ça a été un moment très difficile personnellement et j'ai beaucoup appris de ça. Et je pense que c'est une des raisons qui m'ont poussée par la suite à m'orienter vers le GROSS, qui permet justement d'aider les entreprises à générer de la croissance, mais aussi à la gérer de manière pragmatique, ce qu'on appelle lean. Donc c'est vraiment le pragmatique, quoi, ce qui est opérationnel, rapidement, fonctionnel et avoir c'est du bon sens en fait, hein, c'est une approche de bon sens. Donc oui, je pense que là-dessus j'ai pas mal appris et l'expérience d'avoir créé les Meufs du GROSS il y a pile 1 an, c'était le 10 mars 2021, m'a aussi beaucoup appris sur... Ça m'a beaucoup appris sur comment créer un engouement, comment créer une communauté qui travaille dans le même sens. Et c'est sûr que ça m'a probablement et beaucoup aidé pour lancer ce groupe, ce collectif autour de We Ukraine. Quel était l'impact du Covid sur... Ça a été une catastrophe, parce qu'on a beaucoup fermé. Alors nous, on a distribué des smartphones à toutes les élèves à partir du collège. On s'est lancé de façon frénétique dans les cours en ligne. Je reconnais qu'on a quand même des profs qui se sont mis, mais à fond, qui sont investis. Du coup, on n'a pas trop souffert, parce qu'on est passé de 100% de réussite au bac à 98,5%. On n'a pas trop souffert grâce à ça. Par contre, les petites du primaire, elles sont trop petites pour suivre à distance. Donc là, on est en train de récupérer l'apprentissage de la lecture, etc. Voilà. Mais ça a été très, très dur comme ici. Ouais. C'est la fin de cette édition, Mickaël. On se retrouve demain. Absolument, absolument. Magnifique. On se retrouve demain sur schooltv.com. Merci beaucoup à Alex Larochelle au son, à Taï Sayad au make-up, à Kenny Dellenbach à la réal, à Emma Guessel à la rédaction, et puis Judith Garrigue et Agathe Delannoy qui sont également à la rédaction aussi. Merci de nous retrouver aussi sur les Freebox, canal 247. À demain.